De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 22e émission, 23e heure de direct, en direct depuis les studios de TV5 Monde. Nous sommes désormais à Quito, capitale de l'Équateur, dans la province du Pinchicha. Une ville en constante évolution démographique, puisque de 300 000 habitants dans les années 50, nous sommes désormais à passer à un peu plus de 2 millions d'habitants. Pour parler de Quito, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Gérard Wolf. Donc vous êtes président de la Task Force Ville Durable au MEDEF International et également dirigeant de la société Brick Access, donc qui est une société spécialisée dans les partenariats entre entreprises françaises et leurs homologues des pays émergents. J'ai aussi à mes côtés M. Santiago Davila Valdivieso. Vous êtes directeur des relations externes au sein de la fondation Flag France Renaissance et vous avez présenté aussi la particularité d'être le premier équatorien diplômé de l'ENA avec la promotion Jean de La Fontaine. Ouais. Bonjour messieurs et bienvenue sur notre plateau. Donc parlez-nous déjà un petit peu de cette association Flag France Renaissance qui est véritablement dans le thème un peu des 24 heures chrono puisqu'elle contribue au rayonnement culturel français dans le monde, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là, justement avec cette double casquette d'être équatorien et en même temps travailler pour Flag France Renaissance. Effectivement, notre objectif, c'est celui du rayonnement de la France, mais aussi l'accueil des cultures du monde. Et c'est là que je suis ravi de travailler. Et nous organisons régulièrement des grands rendez-vous. Par exemple, en 2014, on a organisé pas mal de choses avec la Chine, notamment à Toulouse. On a organisé une table ronde avec Jean Tirole, qui est devenu quelques jours plus tard prix Nobel d'économie. On revient de Shanghai. Globalement, on essaye de montrer l'excellence de chaque pays. En l'occurrence, en Chine, on a montré l'excellence française avec des maîtres d'œuvre, par exemple, Versailles, Mobilier National et Sèvres. Et en retour, on a accueilli la Chine pour qu'ils puissent montrer leur excellence en France. Merci. Donc les premières traces de la présence française en Équateur, on les retrouve avec l'expédition menée au XVIIIe siècle par Charles-Marie de la Condamine. Donc depuis très longtemps, la France et l'Équateur nourrissent des relations très amicales. Justement, à propos de la présence française à Quito et en Équateur de manière un peu plus globale, on va écouter tout de suite une petite interview de l'ambassadeur de France en Équateur, M. François Gauthier. C'est une communauté qui est jeune en moyenne, qui est bien insérée dans ce pays puisque près de la moitié de cette communauté possède la double nationalité. Donc nous avons là un facteur de présence, d'influence, de rayonnement important et pour l'ambassade évidemment c'est un atout dans sa relation avec le pays. Depuis quelques mois, la relation précisément entre la France et l'Équateur s'est beaucoup développée. Il y a eu un voyage du président Correa, le président de l'Équateur en France, au mois de novembre de l'année dernière. Et nous avons signé de nombreux accords de coopération. Nous avons décidé de renforcer notre présence. L'Agence française de développement est depuis cette année en train de élaborer ses premiers prêts, donc le contexte est favorable, la communauté française est active, le pays est en croissance et offre de nombreuses opportunités et je suis persuadé que aussi bien les touristes qui viennent de plus en plus nombreux en Équateur, près de 20 000 touristes français visitent ce pays, que les résidents trouveront beaucoup d'intérêt à travailler ici, à développer les liens entre la France et l'Équateur et tout le monde y gagnera. Très justement, monsieur l'ambassadeur évoque le renforcement des collaborations franco-équatoriennes qui s'est matérialisé au mois de novembre 2013 par la venue du président Correa. Parlez-nous un petit peu de ce nouvel élan dans les relations franco-équatoriennes. Alors justement, c'est très important ce que monsieur l'ambassadeur vient de dire. Je pense que la vidéo a été enregistrée un petit peu avant. Et il n'y a pas longtemps, vous avez, à part la visite de monsieur le président de l'Équateur en France en 2014, il y a les secrétaires au commerce extérieur français qui s'est rendu à Quito, où a été signé un accord pour pouvoir ouvrir une nouvelle agence française d'investissement à Quito. Et ça répond justement à ce que vous avez dit, les relations entre la France et l'Équateur sont anciennes et constructives, puisque cet accord-là prévoit d'aider les changements de la matrice productive de l'Équateur, lancé depuis environ déjà 10 ans. D'accord, merci beaucoup. Justement, Monsieur Wolf, la visite officielle du maire de Quito le 15 décembre dernier, c'est bien ça, organisée notamment par le MEDEF International, c'est un beau symbole de cette volonté de collaborer entre la France et l'Équateur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur cette visite ? Oui, bien sûr. Elle s'inscrit dans ce qu'on vient de dire là depuis le début, c'est-à-dire l'économie d'un pays qui est en plein développement. Il faut se rappeler que sur les 10 dernières années,
la moyenne de progression du PIB, c'est plus de 4% par an sur les 10 dernières années. Donc on a un pays globalement qui est en grosse expansion. On a une ville de Quito qui est de plus en plus importante, vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 2 millions, bientôt 2,5 millions. Et surtout, on a une ville qui, à la fois à cause des touristes, comme le disait l'ambassadeur, mais aussi à cause de ses engagements internationaux, devient un lieu qui sera regardé de très très près du point de vue des réalisations durables, comme on dit. Je dis juste, et puis on y reviendra sûrement, que Quito accueillera en 2016, donc l'an prochain, en novembre 2016, la 3e conférence mondiale ONU Habitat, qui est quelque chose de très important dans les institutions internationales, parce que c'est là où on essaye de progresser sur les mesures globales en matière d'un habitat durable. Et c'est pour ça que le maire de Quito est venu à Paris en particulier. Donc justement, ça deviendra un peu une vitrine mondiale à ce moment-là. C'est exactement ça. Ça viendra une vitrine mondiale, et c'est pour ça que les questions de mobilité urbaine, on y reviendra sûrement dans le détail, les questions d'assainissement, les questions de traitement intelligent des déchets, de tout ce qui concerne la vie d'une ville, sont pris très au sérieux, avec un élément dominant qui est aussi le côté ville intelligente, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, d'une manière la plus efficace possible, gérer au mieux en incorporant le maximum d'électronique dans la gestion, que ce soit du point de vue de l'eau, du point de vue des circulations, du point de vue des fluides divers. Donc une collaboration qui pourra se matérialiser grâce notamment au niveau de sécurité en Équateur, qui bénéficie d'un cadre assez stable, comme nous l'explique Franck Pertegas. Question sécurité, alors vous allez rencontrer beaucoup de monde qui vont vous dire de faire attention, que c'est dangereux. Vous allez parler avec des gens, surtout à Quito, qui vont vous dire de faire attention, que la ville est dangereuse. Mais j'ai ressenti, je suis sorti la nuit, je suis sorti le jour, avec du matériel, sans matériel. J'ai jamais ressenti à un seul moment, je me suis jamais senti en danger. Et c'est pas plus dangereux qu'une ville de France. Non, question sécurité, alors ça c'est un bon point fort. Je me suis vraiment senti bien ici. J'ai parlé avec pas mal de personnes. C'est vraiment, de ce côté-là, vraiment un bon point pour l'Équateur. Donc la sécurité est un bon point pour Quito et l'Équateur. Quelles sont les autres spécificités, Santiago? On pense notamment à l'altitude, assez atypique vue d'Europe, puisque Quito culmine à 2800 mètres d'altitude. Ah bah, tout à fait. Après, plus qu'une spécificité par rapport aux difficultés effectivement de cette situation géographique, c'est un héritage historique. La ville a été fondée en 1534 par les Espagnols, et ensuite on a décidé de faire la capitale Quito. C'est vrai que ça peut poser problème pour les personnes qui arrivent, mais au-delà de la petite semaine d'adaptation qui est nécessaire pour s'adapter, il y a plein d'avantages que Quito a. Par exemple, vous avez l'Amazonie à 2 heures, à 3 heures la côte équatorienne. Surtout, le plus important pour les Français, je pense, c'est un climat très favorable. On a chaque année, enfin pendant toute l'année, le printemps. Alors, à côté de tous les avantages, l'altitude n'est pas vraiment un problème pour les expatriés, je pense. En introduction, on parlait de l'explosion démographique qui a pu avoir à Quito depuis les 50 dernières années. Est-ce que justement dans la ville, elle a su répondre à cette explosion démographique? Je parle du marché de l'immobilier un petit peu. Est-ce qu'on a des logements qui sont créés depuis? Est-ce qu'on est vraiment adapté, quoi? Oui, je pense que votre question est bonne, parce que ce que doivent savoir les gens qui nous écoutent et qui nous voient ce soir, c'est que Quito s'est entouré de volcans. Et que c'est une ville qui est extrêmement longue. D'un bout à l'autre de Quito, il y a 50 kilomètres. Ce qui explique l'attention apportée aux questions de mobilité urbaine. C'est pas Paris, c'est même pas Londres, c'est plus grand que Londres, que ce qu'on appelle le Grand Londres. Donc, je pense que les questions immobilières aujourd'hui, ce sont des questions qui se résolvent dans le fait qu'on gagne du terrain sur... on va dire sur la nature d'une manière générale, mais on ne le fait correctement que si justement on est capable d'avoir des réseaux qui permettent ensuite de connecter les gens, d'où l'importance du métro, d'où l'importance des lignes de tramway, d'où l'importance des lignes de bus, toutes choses qui sont en cours de rénovation. Je voudrais juste ajouter quelque chose pendant que j'ai la parole sur les questions de sécurité, même si évidemment on ne fera pas l'ombre d'une remarque sur la situation que nous connaissons aujourd'hui en France, mais soyons clairs, il n'y a pas de grande ville. Dans mon métier à titre professionnel et dans mes fonctions à MEDEF International,
Je vais dans beaucoup de métropoles, beaucoup de capitales dans le monde. J'en connais pas une où on m'a mis en garde sur les questions de sécurité. C'est vrai à New York, c'est vrai ici, c'est vrai un peu partout, c'est vrai à Johannesburg. Bon, j'arrête, mais c'est vrai à Moscou. Donc, arrêtons de faire une fixation systématiquement. C'est le propre de toutes les grandes métropoles d'avoir une part d'insécurité. Ensuite, c'est aux gens à savoir les gérer. Mais je pense que vraiment, ce qui est important sur Quito, c'est de se dire qu'il y a une volonté très forte des décideurs publics et du secteur industriel qu'on a rencontré par ailleurs, d'avoir une réelle amélioration pour que Quito soit encore plus accueillant qu'il ne l'est déjà. Pas de risque d'éruption volcanique dans les prochains mois, dans les prochaines années. Pas pour l'instant. Et juste pour revenir à la question de logement, on pourrait assurer les expatriés français qui retrouvent des conditions de logement extrêmement bonnes à Quito, il faut le dire. L'effet pervers du développement d'une ville, malheureusement, c'est celui de pousser un peu vers l'extérieur les classes les moins favorisées. Et d'ailleurs, l'Équateur travaille là-dessus. Alors, mais finalement, ça ne frappe pas vraiment les Français qui voudraient aller à Quito. Au contraire, ils sont très bien accueillis, on est ravis. Merci beaucoup. On fait tout de suite une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour l'émission consacrée à Quito. J'accueille désormais Madame Marie-Laure Charles, conseillère du commerce extérieur de la France pour l'Amérique latine. Vous avez vécu 8 ans en Amérique latine et vous me disiez tout à l'heure que vous aviez peut-être pour projet de vous installer en Équateur très rapidement. Absolument. Monsieur, ma présence ici. Monsieur Franck Pertegas, président de Ludicreation, c'est une société de web développement et vous êtes également fondateur de Cabrumbo. C'est un site que vous avez développé et qui a pour vocation de faire partager les expériences des voyageurs adeptes du contact humain et du tourisme immersif, on va dire. C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous revenez d'ailleurs d'un voyage de 2 mois en Équateur? Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement le but de ces voyages, le but de votre association? En fait, moi, le but, c'est de faire découvrir donc, différents pays de manière, on va dire, authentique et immersif. Donc là, par exemple, pour l'Équateur, je suis parti donc 2 mois pour faire découvrir l'Équateur de manière différente, c'est-à-dire j'ai juste acheté 2 billets d'avion, un aller, un retour. Et j'avais un port d'attache, donc j'ai contacté une personne directement sur place là-bas. Et après, c'est de partager avec les gens et de faire en sorte que le voyage se déroule. Un peu à la manière de J'irai dormir chez vous, l'émission qui ont. C'est vrai, c'est vrai, ça y ressemble beaucoup. Ouais. Donc vous êtes passé par Quito. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance générale que vous avez ressentie là-bas? Alors c'est une très grande ville, donc c'est vrai que j'étais dans la vallée, je suis arrivé dans la vallée, donc c'est plus des petites villes. Et dès qu'on arrive à Quito, on sent tout de suite l'ambiance d'une grande ville, donc c'est très actif, il y a du monde. Les gens ne viennent pas vers vous automatiquement. Par contre, si vous commencez à engager le dialogue, là, ils s'ouvrent plus. C'est chaleureux, quoi. C'est chaleureux, oui, tout à fait, oui. On sent pas... tout à fait, c'est très chaleureux. Le dialogue est facilement...
engageable. Une des spécificités aussi de l'Équateur, là on va parler un peu plus des problèmes monétaires, on va dire, c'est d'avoir adopté le dollar américain comme monnaie officielle, donc ça peut paraître un peu surprenant vu de France, comme monnaie officielle du pays en 2000. Absolument, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que le secret qu'on avait avant, l'inflation était très, très, très importante. En l'an 2000, il y avait 90% d'inflation, ce qui était vraiment énorme. Donc en septembre 2010, le gouvernement équatorien a décidé de mettre le dollar américain comme monnaie nationale. Bon, au début, les Équatoriens l'ont senti au niveau de leur porte-monnaie, parce que les prix ont été multipliés par 10. Mais grâce à ça, ça a jugulé l'inflation. Et depuis 2001, en fait, l'inflation est à peu près 5%. Et cette année, elle est prévue à 3,9%. Et est-ce que ça a des conséquences sur le coût de la vie en Équateur ? Ça a eu des conséquences au tout début. Maintenant, comme l'inflation est jugulée, les prix sont à peu près stables. Donc, voilà. Par contre, au niveau prix, pour les locaux, on va dire, les biens de consommation courante, les prix sont très corrects, enfin, beaucoup moins chers qu'en Europe. Par contre, tout ce qui est touriste, tout ce qui est hôtel, restaurant pour touristes, c'est quand même assez cher. Voilà. Donc vous êtes spécialiste de l'Amérique latine de manière globale. Par rapport au coût de la vie en Équateur, qu'est-ce que vous dressez un petit comparatif avec les autres pays? Qu'est-ce que vous avez Le ressenti? Brésil est le plus cher, donc c'est facile. Comparé au Brésil, tout est moins cher forcément. Non, niveau prix, le Chili un peu plus... Après le Brésil, les prix ont bien augmenté. Non, l'Équateur, les prix sont très corrects. Hein. Vraiment, vous pouvez y aller vivre ou en vacances, vous ne dépenserez pas beaucoup. Ça va. On va tout de suite enchaîner par un témoignage de Thierry Gréco, qui est proviseur au lycée français de Quito, le lycée La Condamine, qui nous parle du système scolaire équatorien. Pour nous, éducateurs, enseignants français, le système équatorien, le système éducatif équatorien est particulièrement intéressant à observer. C'est un pays jeune, c'est un pays qui se construit et qui est en train de reconstruire totalement, avec beaucoup d'ambition, avec une vraie recherche de qualité, son système public d'enseignement. Ça veut dire des interventions, ça veut dire un soutien que l'on peut nous apporter à la demande, des choses aussi pour nous à apprendre de cette construction du dispositif. Et puis ça veut dire aussi des bourses d'études importantes en post-bac, des bourses universitaires importantes de l'État équatorien qui amènent chaque année plusieurs dizaines d'étudiants à aller étudier en Europe et particulièrement en France, une destination qui devient de plus en plus prisée. La même chose pour ce qui est de l'Équateur. Un petit souci technique avec une autre vidéo qui s'est lancée. Je vous ai vu acquiescer un peu, Madame Charles, pendant ce témoignage. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que Je suis vient de dire ? totalement d'accord. Et en plus, ce proviseur a beaucoup de chance parce qu'il a des élèves illustres, vu qu'il a les enfants du président de la République. C'est quand même pas mal. Parce que les enfants de M. Correa, c'est absolument, parce qu'ils sont équatoriens, bien sûr, et belges, vu que leur maman est belge. Donc voilà, francophone. Il a aussi pas mal d'enfants de ministres. Il y a beaucoup de ministres francophones en Équateur. Il ne faut pas oublier que l'Équateur, au niveau alphabétisation, est très très bon, puisque c'est 92% d'alphabétisation, donc ce qui est énorme pour un pays d'Amérique latine. Donc par rapport aux autres pays d'Amérique latine, c'est très très bien. Ils ont un très bon niveau d'éducation, vraiment. Et c'est vrai que ces échanges, toutes ces bourses, etc., ça les aide aussi à étudier hors d'Équateur et revenir en Équateur encore plus fort. Il ne faut pas oublier aussi que la jeunesse est très importante en Équateur, vu que 30% de la population a moins de 30 ans quand même. Donc vraiment, tout est fait pour que la jeunesse soit bien éduquée. Vous me tendez la perche pour faire une transition. Justement, est-ce que ce dynamisme, cette jeunesse en Équateur, c'est quelque chose qui vous a profondément marqué lors de votre séjour ? En effet, oui, c'est vrai que maintenant que vous le dites, Quito et puis l'Équateur de manière générale, c'est très jeune. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, mais l'Équateur, c'est vrai que la jeunesse est très présente. Du coup, oui, c'est frappant. C'est frappant. Ouais. Donc cette ouverture s'est aussi concrétisée ces dernières années par une hausse manifeste du tourisme en Équateur. Un peu plus de 120 000 touristes français sont venus en Équateur en 2013, un chiffre en constante hausse depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce phénomène ? Tout à fait. D'abord, c'est magnifique. Ils ont quand même 3 sites qui sont à l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO, dont Quito, le centre-ville de Quito, qui est vraiment très très beau. Il y a les Galapagos, où il y a les fameuses tortues géantes. Voilà, les gens ne savent pas que c'est l'Équateur, mais si, c'est équatorien. Et il y a aussi un grand parc avec beaucoup de biodiversité. Donc, il a fait 3 sites quand même qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ça attire les gens. Sachant aussi que depuis que M. Correa a été élu président, beaucoup de choses ont été faites pour les infrastructures. Donc maintenant, c'est plus facile d'aller sur les sites touristiques. Voilà, il y a une volonté réelle de promouvoir ce tourisme. Absolument. Tout ce qui est transport, tout ce qui est route, tout ce qui est hôtel. Il y a beaucoup besoin d'hôtels. Il y a eu des hôtels de construction, mais il y a beaucoup besoin d'hôtels. Donc ça, c'est une niche aussi où les Français sont bons et peuvent investir, par exemple.
Au moment de sélectionner votre destination, Franck, qu'est-ce qui vous avait séduit justement pour l'Équateur? Pourquoi vous étiez-vous dirigé vers l'Équateur justement? En fait, moi je suis passionné d'Amérique latine à la base, donc toute l'Amérique latine, et plus particulièrement des zones, on va dire, amazoniennes. L'Équateur paraissait une destination idéale. J'ai déjà fait le Pérou, la Guyane. Du coup, et puis j'avais un port d'attache aussi, donc en Équateur, dans le milieu associatif de la reforestation. Donc du coup, c'était le moment idéal pour y aller. Et puis je voulais découvrir un peu ce mini Pérou, c'est-à-dire on passe facilement de la costa à l'Amazonie, enfin la partie des côtes à l'Amazonie, en passant par les Andes. Du coup, de manière rapide, c'est-à-dire on prend le bus et en 4 heures de trajet. Donc vraiment enchanté par ce voyage. Ah mais j'y retournerai, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord. Moi qui connais bien le Pérou pour y avoir vécu, c'est un peu un mini Pérou. Je suis vraiment d'accord. Les gens sont adorables, la nourriture est bonne. La meilleure nourriture d'Amérique latine, la péruvienne. Et l'équatorienne, c'est vrai qu'elle est pas mal aussi. Hein. Donc voilà, c'est important la nourriture. Et prochaine destination alors en Amérique latine, vous avez déjà une idée? J'aimerais bien le Venezuela, mais j'aime toute l'Amérique latine, donc du coup, je vais essayer de découvrir. Il y a la Colombie aussi, pourquoi pas. Nouvelle petite coupure publicitaire et on se retrouve juste après. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Donc nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 23e heure de direct depuis Quito, avec le retour également de Monsieur Gérard Wolf du MEDEF International. On va désormais s'attarder sur toutes les questions un peu attrait à l'économie. On a vu précédemment que le dollar était devenu la monnaie officielle depuis une quinzaine d'années. Est-ce que cette transition monétaire a profité à l'Équateur en matière d'investissement étranger ? Oui, tout à fait, parce que maintenant, les investisseurs étrangers n'ont plus peur justement de la déflation ou du taux de change, etc. Donc, c'est vraiment un plus pour l'Équateur. Monsieur Wolf, quel est justement le profil des travailleurs expatriés français en Équateur, les caractéristiques de la présence économique française en Équateur, des exemples de sociétés? Le profil, en fait, il est très varié parce que ça dépend si on parle de secteur industriel. Vous avez des boîtes comme Alcatel, comme Schneider, comme Sanofi, etc., qui sont des grandes entreprises et qui ont peu d'expatriés. Je rappelle que le principe général des entreprises françaises partout dans le monde, c'est que contrairement à d'autres pays, nous n'importons pas massivement des cadres ou des non-cadres français. Les expatriés sont toujours peu nombreux et pour l'Équateur comme pour les autres pays, nous insistons toujours sur les formations de managers locaux. Et puis, il y a d'autres entreprises qui sont présentes. On a dit tout à l'heure que le tourisme on parlait des touristes français, mais il y a des touristes du monde entier. Et effectivement, comme vous le disiez, les entreprises françaises, en particulier le groupe Accor, est très présent et le sera encore plus, je l'espère, dans les années qui viennent. Voilà, le profil moyen, c'est un profil de jeune manager qui est prêt à s'expatrier dans un pays effectivement très beau, dans lequel la vie, dès lors qu'on parle espagnol, est relativement simple pour les Français, qui encore une fois sont très francophiles. Pour les Équatoriens qui sont très francophiles. Justement, Madame Charles, en tant que conseillère du commerce extérieur,
Quelle est la tendance que vous avez pu ressentir en Équateur? Est-ce que par exemple vous avez accompagné des entreprises en Équateur pour les installer? Quelle est cette tendance? Oui, c'est justement notre rôle en tant que conseiller du commerce extérieur de la France. Donc moi, je m'occupe de toute l'Amérique latine. Donc c'est vrai qu'en fait, on aide les entreprises en fonction de ce qu'elles font et en fonction du besoin du pays, bien sûr. Je suis complètement d'accord avec Monsieur Wolf. Il y a d'autres entreprises françaises qui y sont. Il y a CGG pour le pétrole, parce qu'en fait, la première ressource d'Équateur, c'est le pétrole quand même. Hein. C'est vraiment. Donc CGG, boîte 100% française. Il y a BIC aussi. Il y a Pernod Ricard. Donc BIC, les stylos. Les stylos BIC, ouais, ils sont en Équateur. Donc Alstom y est depuis pas très longtemps parce qu'ils ont gagné le projet du métro de Cuenca. On y reviendra plus tard, d'accord. Voilà. Il y a d'autres entreprises qui travaillent en partenariat avec les Équatoriens, donc en tant que représentants en fait, ou alors avec des JV. Et il y a aussi une chose un peu marrante, c'est Bongrain qui a investi en Équateur avec une société de chocolat. Ils font les fameuses plaquettes de chocolat qu'on voit un peu partout. Valrhona. Non, c'est pas Valrhona. Donc ils peuvent profiter de la ressource du cacao. République Cacao. Et c'est justement les fameux chocolats avec... trucs à la mode, là, un peu bio, etc. Voilà. Donc ça date de juillet 2014, donc ça c'est récent. Je pense que Bongrain doit être content, j'espère. Moi, j'espère qu'on aura l'occasion d'en goûter très rapidement. Ils sont très bons, il y a plusieurs saveurs, c'est pas mal. Donc on va écouter tout de suite un petit témoignage de Nicolas Brouillet, qui est le directeur de la Chambre franco-équatorienne du commerce et de l'industrie, qui nous parle un petit peu du développement des transports en commun. Il faut savoir qu'en Équateur, depuis 2008, nous avons un nouveau président, le président Correa, qui a mis en place un changement de la matrice productrice, c'est-à-dire des efforts sur certains secteurs clés pour mettre en avant le pays et pour équilibrer donc, la situation du pays. Par exemple, on va prendre par exemple les infrastructures de transport. Depuis 2008, plus de 10 000 km de routes ont été faits ou refaits. Nous avons eu le nouvel aéroport de Quito qui s'est ouvert en février 2013, l'agrandissement de l'aéroport de Guayaquil, donc ces deux villes qui sont les deux plus grandes d'Équateur. Ensuite, nous avons eu le port de Manta qui va s'agrandir pour accueillir un nombre plus important de bateaux, le port de Guayaquil qui va agrandir sa fosse pour accueillir des bateaux plus grands, le métro de Cuenca qui a été gagné justement par un consortium d'entreprises françaises avec comme leader Alstom, et actuellement le début de la construction du métro de Quito. Donc toutes ces activités sur le thème du transport font que l'Équateur est sur une verve économique assez intéressante.